En vrai, le problème d'improviser, je t'en parlais tout à l'heure, c'est que quand tu fais un entretien en feeling, sans le vouloir, tu vas perpétuer la discrimination. À force de dire futur à foire, en fait, on se consacre, on réfléchit toujours à ce qui va arriver, alors qu'en fait, on est dedans. Et très souvent, en fait, on est déjà même dans le passé à foire. Ouais, c'est que tu as 20 ans d'études sur pourquoi les recruteurs n'utilisent pas l'entretien structuré. Les scientifiques ne comprennent pas pourquoi on ne l'utilise pas. Dans des écoles RH, t'es formé à ce que le recrutement soit une petite partie. On t'inculque déjà que potentiellement, c'est une étape pour devenir RH. Si je réécrivais la phrase maintenant, je dirais plutôt le recrutement est un métier à part entière. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, encore un épisode un peu particulier parce qu'on est encore en direct du Festival RH organisé par Maud et j'ai la chance de recevoir Nicolas Galita qui est formateur à l'école du recrutement. Et je pense qu'il y a peut-être un peu tiqué dans mon introduction puisque je dis que je reçois des experts des ressources humaines. Et le sujet du jour, c'est de voir si le recrutement est RH. Nicolas, il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Le recrutement ne s'improvise pas ». Aujourd'hui, on improvise un peu ce podcast parce qu'on n'a pas eu le temps de le préparer beaucoup. Mais on va discuter de ce sujet du recrutement des RH. Et tout ça sans tabou. Bonne écoute. Nicolas, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast et ravi qu'on se rencontre ici au festival RH pour faire cet épisode. J'ai une petite tradition dans le podcast, c'est le CV en moins d'une minute. Tu peux te présenter rapidement ? Ok, je m'appelle Nicolas Galita. Au tout début, j'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai constaté que les incubateurs de l'école, d'entreprise, les startups, avaient du mal à trouver des développeurs. Et c'est un marché qui est pénurique, que plein de gens savent aussi qu'aujourd'hui que c'est un marché pénurique. Mais à l'époque, moi, tu sais, je suis tout jeune, on parle de chômage de partout. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir du mal à recruter. Donc c'est comme ça que je me lance dans le recrutement. Je crée un blog à l'époque qui s'appelle Les Sourceurs, sur Sourcing, etc. Je vous la fais très très courte, je suis repéré par l'école du recrutement. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. J'ai fait mon anniversaire il y a 2 jours. Et voilà, et depuis maintenant, j'enseigne le recrutement avec comme vraiment cœur de ce qui m'intéresse le plus, c'est justement ce que j'ai dit dans le livre, le recrutement s'improvise pas. Comment on fait pour avoir une méthode ? Parce que je trouve que moi, quand j'étais recruteur, parce que j'ai fait un peu de recrutement, j'ai manqué de méthode. J'improvisais ce que je faisais. Ouais, c'est marrant, c'est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué dans le podcast. Le recrutement, et notamment un épisode avec Christelle où on se demandait si tout le monde peut recruter. Mais le premier constat qu'on faisait, c'était, en fait, avant l'école du recrutement, il n'y avait pas de formation particulière dans le recrutement, quoi. Enfin, il y a des formations qui ont émergé, mais avant ça, en fait, on ne se formait pas au recrutement. Ça a trop d'honneur que de dire ça. Je pense qu'il y avait quand même des choses. Évidemment qu'il y avait des choses. Ce qu'on a apporté, nous, c'est plutôt de démocratiser. Tu vois, typiquement, l'entretien structuré, qui est un sujet qu'on porte beaucoup, c'est un sujet qui a plus de 100 ans dans les études. Okay. Et pour te dire à quel point c'est vieux, les études aujourd'hui les plus récentes, tu as 20 ans d'études sur pourquoi les recruteurs n'utilisent pas l'entretien structuré. Les scientifiques ne comprennent pas pourquoi on ne l'utilise pas. Et parce qu'il y a un problème, je pense, de démocratisation. Tu vois, donc c'est un peu comme, on a été un peu comme Apple. Apple n'a pas inventé le smartphone, loin de là. Il y avait plein de smartphones avant. Mais on a essayé de démocratiser avec d'autres, il n'y a pas que nous. Mais voilà, il y a ce truc de démocratiser. Il y avait ce truc aussi d'amour du métier. On arrivait, on était des gens qui adoraient ce métier et du coup, on a partagé la passion, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'au final, il y a pas forcément, enfin je le disais, il y avait pas forcément énormément de formation. Il y a du coup une manière de recruter qui s'apprend plus sur le terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayez d'apporter au-delà des méthodes? C'est quoi? C'est un mindset, une philosophie? C'est deux choses, mindset et méthode. Il y a deux choses. C'est des choses qu'on n'a pas eues, nous, tu vois, quand on était recruteurs. Donc il y avait moi, il y avait Laurent à l'époque, Laurent Bois. On a constaté que nous, quand on recrutait, on n'avait pas forcément de méthode. On faisait comme on improvisait. Et ce qu'on a voulu apporter, c'est vraiment, en vrai, le problème d'improviser, je t'en parlais tout à l'heure, c'est que quand tu fais un entretien en feeling, sans le vouloir, tu vas perpétuer la discrimination. Parce que tu vas avoir des biais, de la personne te ressemble, des biais, plein de biais qui vont intervenir. C'est pour ça que la méthode de l'entretien structuré a été inventée pour avoir des critères objectifs. Donc il y a un truc à la fois de... j'ai envie de dire sociétal, c'est peut-être un peu trop fort, mais ce truc de si le recrutement étant des endroits où il y a le plus de discrimination avec le logement, si jamais on aide les gens à avoir une méthode, il y aura aussi moins de discrimination. Et on a eu aussi un truc dans l'état d'esprit, effectivement, de fierté. On trouve que c'est un métier qui est trop sous-valorisé, trop dévalorisé, pas assez aimé. Il y avait ce truc de viens, on va remettre du truc. Non, c'est un vrai métier. Sois fier et c'est une vraie. C'est pas juste une étape
avant de devenir autre chose, tu vois. Ouais. Et du coup, un peu le sujet, ou en tout cas, aujourd'hui au festival, tu vas avoir un débat sur ce sujet-là. Est-ce que le recrutement est RH ou le recrutement n'est pas RH, plutôt le titre du débat. Pourquoi toi tu penses ça et c'est quoi ce que tu te dis derrière? C'est marrant parce que j'ai dit ça il y a 8 ou 9 ans. Ouais. Et les gens en parlent encore aujourd'hui. D'ailleurs, on m'a invité sur ce sujet alors que moi, je le dis plus. Ça fait longtemps que alors d'autres gens le disent, mais ça fait longtemps que j'ai plus parlé de ce sujet. À la base, quand j'aborde le sujet, c'est que je fais un constat. Je donne des cours dans des écoles RH et je me rends compte que dans le cursus, je suis le seul prof de recrutement. Sur 25 heures parmi 400, 500, 600, 1000 heures, je suis une goutte d'eau dans le truc. Je me rends compte aussi qu'il y a une forme un peu de... À l'époque, parfois on te regarde un peu de haut. Tu vois, je me rappelle dans l'ascenseur, un prof qui me demande il me dit de quoi il est prof, et puis il me demande, toi t'es prof de quoi? Et je dis recrutement. Il a fait il y a un truc de ok, recrutement. C'est vraiment le truc de stagiaire. Et donc il y avait aussi, je trouve, ce manque de valorisation du recrutement qui était un peu vu comme, tu sais, une étape intermédiaire avant de devenir un vrai RH. Ouais. Il y a aussi, je trouve, et ça c'est normal, des compétences différentes pour les deux. Tu vois, de la même manière que historiquement, le marketing et le commercial se sont séparés. Ouais. Tu vois, on pourrait dire, mais non, les deux vendent. En vrai, c'est quoi la différence? C'est que quand tu es en marketing, tu vas vendre à une audience. Quand tu es un commercial, souvent tu vends en one-to-one à une personne. Et souvent, ça attire des caractéristiques différentes. Souvent, alors je fais des grandes généralités, mais souvent, les gens qui sont bons en marketing sont pas bons en commercial et vice-versa. Moi, je suis plutôt bon en marketing parce que j'ai plus de facilité à parler à une audience qu'à faire de la séduction en one-to-one. Et c'est marrant d'ailleurs, j'étais aussi un meilleur sourceur. Parce que pareil, j'aime bien être à envoyer des messages. Et du coup, les qualités que ça demande, ouais. Pour recruter, c'est-à-dire faire des entretiens, évaluer, à la fois séduire, à la fois donner envie, faire des annonces, vendre, c'est pas les mêmes qualités qui sont quand tu es dans le reste de la RH, qui peuvent être un peu plus administratifs parfois, qui peuvent être... En gros, il y a une image de Guillaume Alexandre, qui est un sourceur que j'aime beaucoup, qui disait les RH, ils gèrent la famille. Ouais. Et les recruteurs nous ont fait rentrer des gens dans la famille. D'accord. Tu vois ? Et pour toi, cette dissociation recrutement RH, ça va aussi dans les reporting lines, en tout cas les liens hiérarchiques entre les deux. C'est quelque chose qui, pour toi, doit pas être associé. Je suis personne pour dire ça. Mais effectivement, j'ai observé en tout cas, à minima, qu'il y avait plein de boîtes, surtout les startups maintenant, qui se montent et qui vraiment faisaient deux lignes différentes avec une direction du recrutement et une direction des RH qui sont indépendantes et qui reportent toutes les deux au CEO, tu vois. Ouais. C'est un modèle qui me parle plus, effectivement. Après, chacun son modèle. Moi, mon message, c'est pas de dire qu'il faut forcément séparer les deux. C'est de dire que le recrutement est un vrai métier. Il faut des gens qui l'aiment. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui recrutent et qui n'aiment pas recruter. Ouais. Et donc en fait, c'est aussi ce truc de si ce que t'aimes dans les RH, c'est plutôt la partie gérer le couple et non pas la partie drague. Si tu vois, si je fais une image, sois ok avec ça et t'es pas obligé de tout faire. Ça c'est dans le message. Moi, ce qui me pesait quand j'ai commencé. Je l'ai pas dit, mais parce qu'on a fait un CV en 1 minute, mais j'ai fait un stage RH à EDF, c'est le premier stage que j'ai fait, et je n'aimais que le recrutement, tu vois. Ouais. Et je me sentais presque coupable d'aimer que le recrutement. Et c'est un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens comme moi et que c'est aussi ok de faire que du recrutement. Ouais, ça part peut-être aussi, tu le disais, des formations où en fait, déjà, dans des écoles RH, t'es formé à ce que le recrutement soit une petite partie. On t'inculque déjà que potentiellement, c'est une étape pour devenir RH. Et ça se part, du coup, ça part de l'éducation. Et en plus, comme en RH, tu as plein de disciplines. En fait, la RH, c'est un département qui est particulier parce qu'il agglomère, je sais pas comment on dit, il agglomère plein de petites disciplines qui, en fait, pourraient devenir... Quelqu'un pourrait dire, attends, la gestion de paye, ça devrait être un truc à part. Je sais pas, la formation, ça devrait être à part. Enfin, en vrai, plein de disciplines pourraient dire ça. Ouais, Donc oui, c'est plutôt le modèle du RH généraliste qui n'était pas le mien en tant que tel, mais que je comprends aussi. Je rencontre des gens qui font ça, mais j'ai rarement rencontré quelqu'un qui est vraiment un RH généraliste et qui aime aussi le recrutement. Ouais, souvent, c'est un truc un peu
un fardeau que la personne elle fait, quoi. Ouais, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est par manque de ressources que on a des RH dans des plus petites structures qui sont à la fois chargés du recrutement et de l'admin et du développement des collaborateurs. Ouais. Et moi, ce qui me marque, c'est quand même dans ce qu'on se dit là, c'est qu'il y a quand même des synergies, enfin, des synergies fortes, évidentes, mais il y a aussi dans la philosophie ou dans les aspirations, des aspirations qui sont similaires, être plus représenté dans l'entreprise. Il y a ce sujet, au festival, on a parlé un peu de la RH de nos rêves, d'une RH stratégique, etc. Il y a un besoin de reconnaissance des deux fonctions. Et c'est ça qui est important aussi, c'est dans ce que tu dis, c'est reconnaître que le recrutement, c'est une fonction à part entière, qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le recrutement, qui veulent faire carrière dans le recrutement. J'ai interviewé il n'y a pas si longtemps Malika Hachmaoui qui a fait, c'est 15 années de recrutement, et elle fera que du recrutement parce que c'est ce qu'elle apprécie, quoi. Il y a vraiment ce truc, en tout cas, de se dire qu'on pourrait en faire une carrière. Tu vois, si je réécrivais la phrase maintenant, je dirais plutôt le recrutement est un métier à part entière. C'est vrai que tu peux imaginer une carrière. Alors c'est aussi pour ça que quand tu me poses la question est-ce qu'il faut séparer les deux, bah oui, si je veux pouvoir monter vraiment dans la boîte, il faut bien qu'il y ait un poste de directeur de recrutement, directrice de recrutement quelque part, si je veux aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, ce truc de c'est pas un sous-métier, et du coup il y a des vraies méthodes, il y a des vraies formations, enfin tu vois, il y a tout ce truc qui va derrière. Et comment tu évolues du coup dans le recrutement? Comment tu progresses? C'est une très très bonne question. On se l'est posé encore hier dans un événement. Il y a plusieurs choses. Déjà, tu peux te dire, j'ai progressé dans une spécialité du recrutement, par exemple le sourcing. Il y a des gens qui vont faire, qui sont vraiment fans de sourcing, et du coup leur touche va être de devenir un sourceur ou une sourceuse professionnelle. Tu peux progresser en changeant, en devenant indépendante, en te disant voilà, je vais gérer ma boîte, c'est une boîte de recrutement. Ça c'est une carrière que tu peux faire. Tu peux le faire dans des boîtes aussi où tu deviens. Moi j'ai connu plein de personnes qui au début étaient respo recrutement et qui ont réussi à imposer le fait qu'il y ait une direction de recrutement qui prenne, tu vois, qui deviennent indépendantes. Je pense que c'est les voies les plus évidentes, quoi. Et puis il y a aussi un sujet. Ce qui est chouette dans ma position, c'est que j'échange avec plein d'experts, et encore une fois, pour citer un peu l'épisode avec Malika, où elle dit même après 15 ans j'apprends des choses. Après 15 ans elle a notamment pris conscience des biais qu'elle avait dans ses process de recrutement. Elle s'est rendue compte aussi que par défaut, inconsciemment, elle avait discriminé dans ses process de recrutement dans ses boîtes d'avant. C'est un très bon point, parce qu'en fait il y a plein de disciplines dans le recrutement, entre écrire une annonce qui n'est pas le même mindset que évaluer quelqu'un, qui n'est pas le même mindset que d'aller sourcer des gens, qui n'est pas pareil que de faire une bonne expérience candidat, qui n'est pas pareil que de penser à réduire la discrimination. Bref, il y a plein de sous-sujets qui fait que tu vois, je me rappelle qu'on avait fait une année d'alternance en recrutement, et on l'a fait pendant 4 ans, et parfois les gens me disaient dans les commentaires mais comment c'est possible de faire 1 an sur le recrutement? Et je me disais, mais les gars, je peux faire 3 ans, hein. Vraiment, je pourrais faire 3 ans sur le recrutement. Enfin, je trouve ça fou de quel point des gens se disent qu'il n'y a pas assez dans le recrutement. Bien sûr, pour en faire 1 an. Il y a largement assez. Même en vrai, le métier, tu sais, de faire une bonne évaluation. Je sais plus c'est quelle boîte, je crois que c'est la SNCF. Vous me fact-checkerez si j'ai dit une bêtise, mais je crois que c'est la SNCF où il y a carrément des gens qui sont des pros de l'évaluation et qui vont donc créer les trames d'entretien, créer les tests psychométriques. Et donc c'est pas ils sont dans la fonction recrutement, mais ils vont pas faire l'entretien. Tu vois, ils ont même divisé le truc que la personne qui crée la trame d'évaluation n'est pas la personne qui fait elle-même l'évaluation. Donc tu vois, en fait, il y a vraiment plein de trucs à fouiller. Ouais, et comme dans d'autres fonctions, en fait, il y a des métiers plus techniques, plus spécialisés, etc. La plus grosse connerie que j'ai dit de ma vie, c'était après 2 ans à l'école de recrutement, où j'ai dit j'ai fait le tour. Je sais plus quoi apprendre. Je me regarde et je me dis mais n'importe quoi. J'apprends encore, comme tu dis, tous les jours. Et puis là, on est typiquement, on en parle beaucoup de l'impact de l'IA sur les métiers RH, le recrutement. C'est aussi des nouveaux skills à développer, c'est des nouvelles manières de travailler qui vont permettre de se concentrer aussi sur potentiellement limiter les biais, se concentrer sur des recrutements. Moi j'étais très fan de ChatGPT. On a même fait une formation ChatGPT pour le recrutement, donc j'étais à fond dessus. En l'état actuel, je dirais quand même de faire attention, parce que c'est un peu comme un Thermomix.
C'est-à-dire que si t'es pas bon cuisinier, en vrai, ça va pas faire mieux la cuisine que toi. Donc, ChatGPT, si t'es pas capable de vérifier ce qu'il dit, parce qu'il dit des conneries. En fait, GPT, pour les gens qui nous suivent, il y a un phénomène qui est, dans la définition même d'un LLM, d'un large langage modèle, c'est que comme il génère des choses à partir de probabilités, il va aussi inventer des trucs. Une petite partie, et du coup, si t'es pas là pour vérifier ce qu'il y a écrit, c'est compliqué. Donc, il faut quand même être capable, justement. Comment tu combines bien GPT et le recrutement? C'est en apprenant le nom des frameworks, des modèles, entretien structuré, qui sont comportementales. Pour les annonces, le modèle s'appelle Realistic Job Preview, qui veut dire en fait tu vas mettre aussi les défauts d'un job et pas que les avantages. Bref, bien sûr, que des mots comme ça du langage académique. Ce qui est bien avec les trucs universitaires, c'est que GPT il les connaît par cœur. T'as pas besoin de lui réexpliquer. Et tu lui redis et il peut te faire un truc un peu bien. Après, en 10 ans, et je disais déjà ça quand je suis arrivé, j'étais surpris de voir à quel point, pour le coup, alors RH comme recrutement, les gens sont très très obsédés par le futur, le nouveau truc qui va les sauver. Et ça m'a choqué parce que moi je venais de l'entrepreneuriat. Donc je venais du monde de l'innovation, et dans le monde de l'innovation on parle beaucoup moins de nouveaux trucs que dans le recrutement, et je me suis demandé est-ce que c'était pas parce que là je fais une hypothèse le truc de toujours dire que la révolution est pour demain, ça évite de travailler sur le truc qui c'est marrant, je partage un peu cette vision parfois, et là c'est drôle le titre un peu de, enfin le slogan un peu de ce festival, c'est le Present of Work. Ah oui, c'est vrai. Et de se dire que effectivement, à force de dire Future of Work, en fait on se consacre, enfin on réfléchit toujours à ce qui va arriver, alors qu'en fait on est dedans. Et très souvent, en fait, on est déjà même dans le passé of Work. C'est clair. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Peut-être pour revenir sur ces sujets recrutement, RH, on l'a dit, il y a quand même une ambition commune à avoir un impact stratégique au sein de la boîte. Est-ce qu'il y a un intérêt à unir les forces quand même pour avoir cet impact-là? En fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui définit une fonction dans une entreprise? Parce qu'au final, tu pourrais dire toutes les fonctions devraient se unir pour faire une seule. Et bien, on arrête de diviser, tout le monde est dans la même fonction. Bon, il y a une raison pour laquelle on divise, c'est parce que les gens, généralement, pas toutes les compétences, c'est plus propre, etc. Enfin, donc la question, c'est jusqu'à quel niveau de division tu vas? Donc j'entendrai des gens qui me disent bah non, en fait moi je préfère une boîte où il y a le moins de division possible, ou limite, tu vois, c'est une discussion qu'on a en interne aujourd'hui chez nous, c'est est-ce qu'il faudrait pas fusionner la fonction commerciale et la fonction marketing? Ok. Tu vois, revenir sur cette division. Moi je suis pas forcément pour, parce que je me dis encore une fois pareil, je me dis il y a pas les mêmes compétences, du coup ça crée des problèmes, mais effectivement la division crée d'autres problèmes, c'est que ça crée des trucs où tu te sens en compétition avec d'autres gens dans la boîte, alors que non, vous êtes censé faire la même chose. Pareil, quand le marketing et la communication, il y a des boîtes où tu as les deux départements différents, marketing et com, qui se divisent. Donc, est-ce que tu es plus fort quand tu es à deux? Je pense que ça dépend beaucoup de la personne qui dirige la fonction. Ouais. Je connais quelques DRH qui vraiment, tu vois, ont une vraie vision, connaissent très bien le recrutement, et qui du coup, comme elles connaissent alors je dis elle parce que c'est celle que je connais, je pense à Christelle et Jessica qui viennent longtemps je fais un dédicace, Jessica avec qui je vais débattre tout à l'heure, comme tu as une vraie vision, ça marche mieux. Mais souvent le constat, pourquoi il y a quelques années je disais ça, c'est que je constatais que tu avais beaucoup de DRH qui en vrai ne valorisaient pas le recrutement, et je vous disais bah alors, quitte à être dans un endroit où on ne valorise pas, venez, on prend notre ado et on fait un autre endroit. Ok, ouais, je comprends, ouais. Et peut-être pour se poser encore des questions sur ces sujets-là, tu disais potentiellement reporter au CEO. Comment on fait quand on est recruteur, directeur du recrutement, pour convaincre justement le CEO de l'impact qu'on a? C'est quoi les relations qu'on a avec un CEO? Oh là, tellement compliqué ça. Ça dépend. Là, je vais te redire la même chose que tout à l'heure. Ça dépend à quel point ton CEO lui-même est convaincu que le recrutement, c'est important. Et au-delà des mots, parce que tous les CEO te disent le recrutement c'est important. Mais il y a le dire, et il y a concrètement mettre les moyens pour. Et je pense que le plus dur, c'est aussi leur faire comprendre que le recrutement c'est une méthode, et que parce que souvent alors quand je dis CEO, du coup là je pense à des gens, des fondateurs, à des gens qui dirigent la boîte et qui l'ont fondée. On fera la différence tout à l'heure avec quelqu'un qui est un PDG et qui l'a pas fondé. Mais quelqu'un qui a fondé la boîte, souvent, comme il a commencé le recrutement, au feeling, en recrutant ses potes au début, des gens qu'il connaissait, même nous, on a fait comme ça au début, il a une vision du recrutement qui peut être un peu biaisée par sa première expérience.
il comprend pas trop la difficulté parce que quand tu es au début, c'est plus facile, t'as ton réseau, machin. Donc il va falloir essayer de le convaincre de, ok, en fait, c'est un vrai métier, regarde ce que ça te coûte. Le mieux, c'est d'avoir des chiffres, dire en fait, quand tu recrutes pas, ça nous coûte tant. Quand c'est un dirigeant qui n'est pas un fondateur, bon courage. Ouais. Un vrai bon courage. Ça veut dire que soit t'en as un qui est convaincu que le recrutement c'est important et tu l'embarques avec toi. Après, si vraiment t'es directeur ou directrice du recrutement dans une fonction qui est à part de la RH, souvent c'est qu'il y a quand même une prise de conscience, c'est un Bien truc sûr, important. ouais. Parce que quand tu donnes une fonction à un métier, c'est que tu le valorises. Et ça, du coup, typiquement, ce genre de business case à présenter à un ou une CEO ou un fondateur, une fondatrice, ça se fait conjointement avec les RH, non, ou les managers qui vont identifier ces besoins potentiels de recrutement. C'est du coup aussi voilà, des synergies qui sont fortes entre toutes les équipes et les RH aussi. C'est-à-dire ? En fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est un sujet qui est que recrutement ? Enfin, si on prend une équipe recrutement, est-ce que c'est eux qui vont identifier il y a tel et tel besoin dans l'équipe ? Tu vois, on a parlé notamment avec Jessica des people review et de cette concentration que doivent avoir les RH sur c'est quoi mon organisation dans quelques années, se projeter sur les carrières passes, les évolutions potentielles, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui, dans ta vision, peuvent être une mission du recruteur ? Oui, je comprends. Toi, la RH, déjà, même dans mon monde fantasmé, imaginaire, de ma boîte parfaite, quand je dis parfaite, la version de Nicolas Galita d'une boîte, on va dire ça, pas parfaite, ma version à moi, même dans cette version-là, les RH sont là quand on lance un recrutement. Quand tu lances le recrutement, il faut bien définir le besoin et dire de quoi on a besoin. Or, le RH a une place privilégiée pour dire ok, on a ce problème-là, on a on a je sais pas, un vieillissement de notre masse salariale, n'importe quoi, tu connais rien, mais tu vois. Et donc c'est plutôt ça qu'on doit aller chercher. De la même manière, les RH a la place aussi dans le process vers la fin pour valider, ok, c'est le bon salaire, parce que on revient à la contradiction qui est entre les deux. Pourquoi je vais les séparer ? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts. Toi, t'es recruteur, ton intérêt, c'est de proposer le plus grand salaire à la personne en face de toi. Ouais. C'est pas toi qui paye derrière, tu vois. Donc, si tu veux attirer quelqu'un, t'as intérêt à monter le salaire. Là où les RH te diraient, oui, d'accord, mais si je le fais monter telle personne, faut de la si Paul il vient à ce salaire-là, en fait, Elodie, elle va se sentir un peu lésée parce qu'elle n'est pas rentrée. Donc, tu vois, donc en vrai, je dis absolument pas que la RH ne doit pas du tout participer de la manière que les managers participent au recrutement, que tout le monde participe au recrutement. Donc oui, non, clairement, dans cette dimension de comment on avance, t'es obligé de travailler la main dans la main. Parce que si je te dis que les recruteurs, c'est entre guillemets la drague et le RH c'est gérer la relation, si vous travaillez pas ensemble, tu risques de faire n'importe quoi. Tu vois, il faut garder toujours un peu de séduction aussi. Et tu vois, il faut un peu de cohérence il faut un peu de cohérence dans le truc, quoi. Non, trop bien. T'as parlé des managers, t'as anticipé un peu ma future question. C'est vrai que c'est un rôle clé dans le recrutement. Tu le dis, le recrutement ne s'improvise pas. Comment on fait pour former les managers ? Est-ce que vous avez des managers qui peuvent participer aux formations de l'école de recrutement ? On forme des managers. Alors, c'est un sujet qui est marrant et particulier parce que souvent, les managers, quand tu parles aux recruteurs, ils te disent voilà, ils font n'importe quoi, ils discriminent, ils me respectent pas, etc. Et quand nous on les forme, on a été choqués par le décalage entre ce que les gens nous avaient annoncé et la réalité du public. C'est franchement le public le plus facile à former. Là où on s'attendait à avoir un public difficile, c'est de loin le public le plus facile à former. Alors, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, ils arrivent. Alors au début, c'est aussi le public qui dit je confirme les plus grandes dingueries. Comme ils savent pas ce qui est interdit, ils te disent des trucs. Tu fais mais waouh, tu pourrais aller en prison, gars. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Donc ils disent vraiment les plus grandes dingueries au début de la formation. Mais par contre, comme ils ne sont pas, comme ils savent que c'est pas leur métier de recruter, il y a moins cet effet de en fait là je viens d'apprendre que je savais pas faire et c'est, tu vois, ils sont pas vexés dans leur ego de la formation. Et surtout ils se disent mais il y a une méthode. En fait, beaucoup de managers sont très frustrés d'interagir avec des recruteurs et des recruteuses qui font leur recrutement au feeling. Ils font à l'intuition, et du coup intuition contre intuition, il y a pas de discussion possible parce que l'intuition ne se discute pas, et deux,
ils se disent pourquoi c'est toi l'intuition qui va gagner. Et donc quand tu leur donnes une méthode, il y a beaucoup de managers qui sont très contents. Pareil, on me dit souvent, les managers n'aiment pas faire des briefs. Le brief, la partie où on prend, ils me disent c'est très dur, on n'a pas le temps. Et là, je parlais avec un directeur du recrutement qui me disait que dans sa boîte, il avait coaché ses recruteurs recruteuses pour faire des bons briefs. Et depuis, ils n'arrivent plus à arrêter. Les managers débordent du temps du brief tellement ils sont contents de faire un brief. Et je dis voilà, ils aimaient pas faire des briefs nuls. Mais en fait, parce que tu fais ton truc un peu à l'arrache, à l'intuition, mais si tu fais un brief méthodique et qu'ils voient la valeur ajoutée du truc, d'un coup il aura du temps pour toi aussi. Je caricature et je fais des grandes lignes, mais c'est pour vous donner l'idée de la place du manager. Et plus tu vas lui donner une méthode, et plus ça va plus il va te respecter, et surtout plus tu vas comprendre que ton rôle c'est être ce que j'appelle un critérologue. C'est quoi un critérologue? C'est quelqu'un qui est expert de trouver les bons critères, comme un agent immobilier qui va t'aider à trouver ton besoin de l'appartement. Mais c'est pas ton rôle de connaître le métier. Ton rôle, c'est d'arriver à lui dire ton critère, il est pas logique. Ton critère, on va le refaire. J'aime bien la métaphore du docteur. Tu dois pas nier que ton manager, il a mal à la tête. Voilà. Par contre, si te dit je veux un Doliprane, tu te dis non. Raconte-moi tes symptômes, je vais te faire un diagnostic, je vais te dire peut-être c'est pas de Doliprane qu'il faut, peut-être c'est de l'ibuprofène, n'importe quoi, je connais pas les marques des trucs. Mais tu vois, t'es là toi pour retrouver la cohérence, lui expliquer. Et en fait, ce que j'appelle la critérologie, alors c'est un mot inventé pour dire avoir des critères directement liés à l'emploi, bien créés, etc. Tu vois, je prends un exemple tout simple. Le manager te dit, on prend un critère très discriminatoire. Je veux pas une personne qui a eu des enfants à ce poste. Il y a une méthode, encore une fois que j'ai pas inventé, j'invente rien, c'est une méthode académique qui s'appelle les incidents critiques, qui consiste à dire non, ok, raconte-moi une fois où quelqu'un avait un enfant et ça a posé problème. Voilà, j'ai voulu recruter Paul. Paul, il m'avait dit qu'il pouvait faire des podcasts à 20h de temps en temps, fermer la boutique à 20h. Une fois qu'on avait dit sa période d'essai, il pouvait plus parce qu'il avait des enfants. Ok. Dans ce que j'entends, ton critère, c'est être capable de gérer son temps et s'organiser. Il y a des gens qui ont des enfants et qui n'ont pas d'enfants et qui ne savent pas s'organiser non plus. Tu vois. Donc on revient aux critères directement liés à l'emploi. Toi, tu le forces à toujours revenir. Pareil, il dit je veux quelqu'un qui a un diplôme, je sais pas, Centrale Supélec. Raconte-moi des gens qui avaient ce diplôme et qui étaient incroyables à ce truc. Ok, ce qu'il faisait c'est ça. Ce que je cherche c'est la rigueur. Et la rigueur, je peux la trouver chez quelqu'un d'autre. Toujours avoir cette expertise de recoller aux critères. Ouais, c'est clair. C'est un peu ce qu'on se disait hier en table ronde sur les biais et comment faire un recrutement plus inclusif. C'est que ça démarre très tôt dans le process, dès cette prise de brief, et arriver à bien challenger son hiring manager sur ses besoins. Après, définir après, équiper les managers avec les bons outils. Surtout qu'il faut qu'on ait en tête qu'un manager, comme de la même manière qu'il n'y a pas beaucoup de formation en recrutement, tout ce qu'il s'imagine dans sa tête comme étant le recrutement, c'est les pires méthodes. C'est recruter au feeling, c'est faire des entretiens où tu vas déstabiliser les gens. C'est tout ce qu'il a vu lui. Parce qu'en fait, non seulement le recrutement, il n'est pas beaucoup enseigné, mais il n'est pas beaucoup médiatiquement représenté. Tu vois, dans un film, tu peux avoir des commerciaux, des gens en marketing, tu vois, des trucs, des films dans des agences de pub, etc. Des films dans des agences de recrutement, j'en vois pas en vrai, tu vois, je suis en train de réfléchir, mais je pensais à 10%, c'est un petit peu du recrutement, c'est les agents de carrière d'artistes, mais en vrai t'as pas de représentation médiatique d'accord sur un bon entretien, et du coup les entretiens sont des rencarts amoureux. Et on fait un truc, au lieu d'évaluer les gens, on les juge. On a un feeling, une intuition, une flamme, ce que j'appelle un rencard amoureux. D'ailleurs, parfois dans le rencard amoureux, les gens disent on dirait un entretien. En fait c'est l'inverse, c'est parce que les entretiens ressemblent à des rencards amoureux qui ne devraient pas. Et j'insiste qu'il ne devrait pas. Tu vois, un entretien devrait être une vraie évaluation objective sur des critères. On arrive au terme de l'épisode, c'est passé hyper vite, c'était très intéressant. J'ai peut-être une dernière question, mais tu l'as dit, c'est pas forcément beaucoup médiatisé, et c'est important aussi de prendre la parole sur ces sujets, c'est ce que tu essayes de faire, et notamment par ton livre ou par les expériences que tu partages sur LinkedIn ou ailleurs. C'est important pour toi de pouvoir partager largement le message là-dessus. J'essaye. Petite parenthèse avant de finir, l'ironie du sort, c'est que j'ai dit il y a 8 ans le recrutement n'est pas RH. Aujourd'hui à l'école du recrutement, j'assure des fonctions RH. Plein de sujets passionnants. En vrai, la paye, en vrai de vrai, c'est passionnant. C'est comment tu fais pour avoir une paye équitable, etc., etc. Alors, pas moi qui gère, mais en tout cas, comme il n'y a pas de DRH chez nous, il faut bien que des gens s'y impliquent. Donc, souvent, c'est Marion, la CEO, qui le fait, mais parfois, j'y participe aussi. En fait, c'est des sujets qui aussi peuvent me passionner. C'est marrant parce que maintenant, j'ai une vision un peu moins caricaturale de la RH que j'avais quand j'étais plus jeune. Tu vois. Et sur le message, c'est important parce que, en vrai, au-delà de ce débat, le recrutement est-il RH ou pas, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le recrutement est-il un métier.
Le recrutement est-il une science? Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Je pense que oui, à refaire, alors j'ai déjà dit ça, mais je vais refaire ma phrase. À refaire la phrase, je dirais plutôt le recrutement est une science. Et donc, comme le recrutement est une science, il y a des méthodes scientifiques. Et en fait, si tu en sors, tu risques de créer de la discrimination. Bon, parce que s'il n'y avait pas d'enjeu de discrimination, en vrai, je serais pas aussi chiant. Pourquoi je suis chiant? Pourquoi je vais dans des podcasts? Non, je suis chiant parce qu'il y a la discrimination. Sinon, j'irais dormir, tu vois. Donc, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire, plus ton recrutement il va être méthodique, organisé, objectif, et plus tu vas réduire la discrimination, indirectement. Trop bien. On terminera là-dessus. J'ai une dernière question, une dernière tradition. Comme le CV en 10 minutes, je t'ai pas prévenu, mais ce qu'on fait, c'est la cooptation dans le podcast. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir dans le podcast? T'as déjà vu Christelle Ouais, j'ai déjà vu Christelle. Mais tout ce que je veux dire, tu vas avoir tout. C'est possible. Tu vas avoir tous les sinon, gens. tu me ferais une reco Tu vas avoir tous les gens. en off après cet épisode. Tu cherches quoi comme type d'invité? Non, mais on cherche tout, que ce soit des recruteurs, des RH. Mais si tu veux, on en parle juste en off après. Vas-y. Merci beaucoup en tout cas Nicolas d'avoir accepté le challenge de faire ce podcast quasi improvisé. Au milieu de la campagne, dans une ferme avec des oies. Sachez les gens qu'il y a des oies à côté de nous, hein, c'est pas c'est clair. pour de vrai. Bon, merci beaucoup Nicolas, Je t'en prie. C'était un plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes des Pieds sur le bureau. Merci.